mesdames et messieurs, chers membres, chers amis, c'est un honneur d'avoir trois experts ici présents pour cette table ronde sur un thème éminemment important pour l'Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine et la transformation socio-économique de l'Afrique à la croisée des chemins. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème pour plusieurs raisons. Premièrement, la ZECAf est un accord majeur dans la perspective de l'intégration africaine, l'intégration régionale, l'intégration qui est le rêve des années 60, à l'époque de l'organisation de l'Union africaine, l'unité africaine. C'est un rêve qui se matérialise par justement la volonté de créer des marchés africains intégrés. Et nous pensons que c'est une étape importante dans le rêve qui s'est exprimé dans les années 60 et qui s'est consolidé progressivement. Donc nous pensons que c'est une initiative majeure dans le cadre de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Au-delà de l'histoire contemporaine de l'Afrique, c'est une initiative majeure aussi pour le développement du continent. Parce que, bien évidemment, en créant un marché intégré, qui permet de créer des économies d'échelle et d'intégrer l'Afrique dans le système économique mondial d'une manière qui soit plus à son avantage, pour créer justement de la valeur, pour assurer la transformation culturelle des économies africaines. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème pour commémorer les 10 ans d'Afrique 21. Sans trop tarder, je souhaite vous présenter nos trois intervenants. Je commence par Mme Aïssatou Diallo. Voilà, bienvenue. Alors, Aïssatou est responsable du portefeuille lié à l'intégration régionale et en particulier à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine au sein du Centre du commerce international à Genève. En outre, elle coordonne également les interventions de l'IDC, le Centre du commerce international, pour les pays moins avancés, les pays enclavés, les pays insulaires. Alors, bon, vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est que le CCI, ITC en anglais, juste rappeler que c'est l'Agence de coopération technique conjointe des Nations Unies et de l'OMC, qui est chargée d'améliorer la compétitivité des micro, des petites et moyennes entreprises, des États en développement, des économies en transition. Voilà, le CCI est basé à Genève. Voilà, donc ça c'est notre première intervenante. Deuxième intervenant, c'est le Dr Richard Mukonji. Donc Richard a un doctorat en sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Il bénéficie d'une longue expérience dans le mécanisme de financement de l'aide internationale et des institutions bilatérales et multilatérales. Il a une expertise avérée dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des projets des pays en développement. Voilà. Et Richard comme peut-être certains ne le savent pas, était un membre actif d'Afrique 21 et nous voulons remercier pour la contribution à l'association. Il a été mentionné le projet justement en RDC et c'est grâce à Richard que ce projet a pu être mené. Le projet relatif à l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. Donc au nom d'Afrique 21, nous pouvons remercier Richard pour tout ce qu'il a fait pour l'association. Il était membre aussi du comité exécutif, conseiller, et il a beaucoup œuvré pour le développement d'Afrique 21. Richard, merci pour ta contribution à l'association. Troisièmement, Franck Godbay. Franck est la journaliste. Franck est journaliste depuis plus de 2 décennies. Il est originaire du Tchad. Sa carrière a commencé son pays d'origine avec l'hebdomadaire Le Temps. Puis il a alterné différentes collaborations en tant que journaliste indépendant, formateur et consultant formateur. Il est doté d'une formation pluridisciplinaire. Il a pour socle le droit, et ce
se prolonge dans les domaines du journalisme, les enjeux énergétiques et climatiques et la transformation numérique. Donc, Franck, merci d'être avec nous et tu as aussi contribué beaucoup à l'association. Tu étais, je crois, parmi nous en 2012 lors de l'assemblée annuelle et ici même à la maison des associations. Donc, c'est un plaisir de te revoir 10 ans après, 9 ans après. Voilà. Donc, merci aussi pour ta contribution à l'Afrique mondiale. Voilà. Donc, sans trop tarder, je vais passer au vif du sujet. Bon, le format, c'est une table ronde, je propose une table ronde. Nous avons 5 questions, des questions d'intervenants, et suite à quoi, nous avons un échange avec le public, que ce soit vraiment interactif. Voilà. Première question que j'aimerais poser à Aïssatou. Tu pourrais évoquer brièvement l'origine de cet accord, sa genèse et les jalons historiques. Donc ça, c'est la première question que je pose. Deuxième question, c'est quels sont les apports pour le secteur privé? Parce que bien évidemment, on parle d'un accord de libre-échange et c'est évidemment le secteur privé qui est bénéficiaire. Donc on aimerait que tu nous éclaires sur quels sont les apports pour le secteur privé africain. Et troisièmement, quel est l'état du lieu de la mise en œuvre de cet accord et des négociations, puisqu'il y a certains volets qui ne sont pas encore finalisés. Donc tu vas nous présenter ce qui est mis en œuvre et ce qui est encore en négociation. Voilà. Donc voilà, 3 questions. Ça permettra au public de déjà se familiariser avec cet accord, parce que je ne pense pas que tout le monde est expert cet accord, mais déjà mettre, on va dire, en contexte cet accord commercial. Voilà, Aïssatou, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Alessandro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être ici ce soir pour célébrer avec vous les 10 ans de Africa 21. C'est un honneur que d'avoir été invité à intervenir sur ce thème qui est très important pour l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, je pense pour tous les continents en fait, qui commercent avec l'Afrique. Et je suis d'autant plus contente que nous sommes dans la salle Wangari Maathai et que Africa 21, c'est sur le développement durable. Donc, encore une fois, mes sincères remerciements. En ce qui concerne la zone de libre-échange continentale africaine, je pense que vous en avez certainement tous entendu parler. On pourrait dire que c'est le chantier le plus important que l'Union africaine a eu à lancer depuis sa création. Chantier le plus important, pourquoi? Parce que c'est un chantier qui a vocation à révolutionner en fait l'économie africaine et donc à aller vers une transformation structurelle du continent africain pour pouvoir offrir des conditions de vie améliorées pour nos populations en mettant l'accent bien évidemment sur l'emploi des femmes et l'emploi des jeunes. Donc cette zone de libre-échange, par rapport à son historique, je vais essayer d'être brève, elle a été, comme tu l'as rappelé d'ailleurs dans ton introduction, c'est une idée qui a été portée après les indépendances par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque et qui a mis un peu de temps à pouvoir être concrétisée. Cependant, à partir de 2012, il y a eu pas mal de discussions, de négociations qui ont permis justement de discuter en fait les principes ainsi que les contours de la mise en place de cette zone de libre-échange. Encore une fois, ce n'est qu'une zone de libre-échange, ce n'est pas une union douanière. Donc c'est une libéralisation progressive du commerce à l'intérieur du continent africain. Commerce des biens, mais également commerce des services. Donc, à partir de 2012, les discussions ont porté, donc, comme je le disais, sur les contours de ce projet panafricain, qui, à partir de 2015, lors du sommet de Johannesburg, a pu donc aboutir sur une vraie feuille de route qui donnait mandat aux 55 États de l'Union africaine de pouvoir engager des négociations pour parvenir à cet accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, comme on le dit en français, et FCFTA pour les anglophones.
En 2018, l'accord a été, on a abouti à un accord. Cet accord a été signé par un bon nombre de pays lors d'un sommet qui a été organisé à Kigali au Rwanda. Et en 2019, celui qu'on a appelé le champion de la zone de libre-échange, qui a vraiment poussé pour cette négociation et pour qu'on puisse arriver à cet accord, notamment l'ex-président du Niger, son Excellence Mamadou Issoufou, a organisé à Niamey un sommet pour lancer ce qu'on a appelé la phase opérationnelle, qui n'était pas encore l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange. Ce n'est qu'à partir du 30 mai 2020, pour rester dans la chronologie, que cette zone de libre-échange est entrée en vigueur parce qu'on avait atteint un certain nombre de ratifications et à partir du 1er janvier en fait, 2020, la zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur. 2021, pas 2020. Donc, cette zone de libre-échange continentale africaine a son siège au secrétariat de la zone à Accra. Et à la tête donc, de ce secrétariat, il y a l'ancien chef négociateur de l'Afrique du Sud, donc son Excellence Wamkele Mene, qui est donc le secrétaire général de la ZLECAf. Ça, c'est en ce qui concerne le parcours. Vous avez vu quand même que normalement au sein de l'Union africaine, normalement ça prend du temps avant d'arriver à une décision, mais là quand même on était sur des discussions quant à l'intégration sur le plan économique, et je pense qu'il y a eu un consensus, et donc aujourd'hui, on a quand même cette zone de libre-échange qui est en place, qui est en vigueur. On a 38 États qui ont ratifié cet accord, on a 54 qui ont signé, le seul qui n'a pas encore signé, c'est l'Érythrée, et le 38e pays ayant déposé son instrument de ratification, c'était la Tanzanie en septembre dernier. Quel est l'objectif de la ZLECAf? L'objectif de la ZLECAf est très simple, c'est de pouvoir donc lever comment dire, les tarifs douaniers à l'intérieur du continent et de promouvoir les échanges. Pourquoi promouvoir les échanges? Tout simplement parce que le commerce intra-africain, donc entre pays membres de l'Union africaine, ne représente à peine 15%, si on prend en moyenne les différentes données qui sont communiquées par les institutions internationales et aussi par l'Union africaine, c'est à peine 15% contre plus de 60% en ce qui concerne les échanges intra-européens, voire 50% en ce qui concerne l'Amérique, les échanges au sein donc, de l'Amérique du Nord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc on est quand même vraiment vraiment en dessous du potentiel que ce commerce intra-africain pourrait offrir. Et pourquoi mettre l'accent sur le commerce intra-africain? Tout simplement parce que le commerce, d'une manière générale, est un instrument, comme vous le savez, un levier important de développement, un instrument de réduction des inégalités, un instrument pourvoyeur d'emploi, et pourvoyeur d'emploi, notamment pour l'Afrique, pour ce dividende démographique et la jeunesse africaine. Donc c'est important de pouvoir accroître les échanges intra-africains. Mais les échanges intra-africains, l'accroissement des échanges intra-africains se heurte à plusieurs obstacles. Des obstacles d'ordre logistique, d'ordre réglementaire, d'ordre financier, qui font qu'aujourd'hui, on n'est qu'à ce niveau-là. Donc cette zone de libre-échange est venue avec un certain dispositif, qui comprend, puisque c'est un accord, plusieurs protocoles, des protocoles pour permettre justement de favoriser l'accroissement de ce commerce intra-africain. Donc on a eu un protocole sur le commerce des biens, parce que c'est quand même d'abord les biens que l'Afrique commercialise, mais il y a aussi des économies africaines qui sont plutôt des économies de services. Et donc il y a aussi forcément un protocole sur les services. Rapidement, le protocole sur les biens, sans entrer dans les détails techniques, qu'est-ce qu'il vise? Il vise tout simplement une libéralisation en fait, des lignes tarifaires pour 90% des lignes tarifaires sur une période de 5 ans pour la plupart des pays et de 10 ans pour les pays les moins avancés africains. Parce qu'il faut aussi comprendre que l'état d'avancement du Nigeria n'est pas le même état d'avancement que celui du Lesotho, par exemple. Donc, c'est important aussi de prendre en compte un peu la taille des pays ainsi que leur vulnérabilité.
Ensuite, il y a eu également un protocole sur le commerce des services. Il y a un protocole sur le commerce des services et les États membres se sont accordés sur la libéralisation de 5 services prioritaires, donc le tourisme, les services au niveau des entreprises, les services de communication, les services financiers, ainsi que le transport, qui est très important et qui est souvent un élément de compétitivité sur lequel l'Afrique n'est pas suffisamment bien positionnée, et justement pour plusieurs raisons, là encore. Donc ces protocoles-là ont été formulés, ils sont finalisés. Bien évidemment, ils ont ajouté un autre protocole très important pour l'Afrique, c'est sur en fait le règlement des différends commerciaux. Autrement dit, l'utilisation de procédures pour pouvoir justement régler les différends commerciaux. Donc, on a eu ces 3 protocoles qui ont été adoptés dans ce qu'ils ont appelé la phase 1 de la négociation. Actuellement, nous sommes sur ces 3 protocoles. Ces 3 protocoles ne sont pas finalisés complètement parce que le protocole sur les biens, quand on parle d'échanges intra-africains, l'idée c'est qu'on puisse aussi monter en gamme. La plupart des produits africains sont exportés à l'état brut. Il y a très peu de transformation qui se fait en Afrique. La zone de libre-échange voudrait promouvoir en fait des produits à plus forte valeur ajoutée. Autrement dit, si je suis de la Côte d'Ivoire et que je produis du cacao, mais ça serait bien que je puisse produire de la poudre de cacao, la Côte d'Ivoire maintenant le fait bien évidemment, et de pouvoir approvisionner l'Égypte plutôt que l'Égypte d'avoir à importer de la poudre de cacao pour ces différents usages. Donc, cette question de la valeur ajoutée renvoie à la question de la définition du produit africain, autrement dit, la question de la règle d'origine. Donc, les négociateurs des différents pays membres se sont mis d'accord justement pour aussi négocier une annexe pour définir ce que c'est qu'un produit africain. Se mettre d'accord sur quels sont les intrants à utiliser pour caractériser un produit africain. Donc, les négociations sont en cours et ce n'est toujours pas terminé. Ils ont également anticipé, donc on est toujours sur la phase 1 qui normalement aurait dû se terminer l'été dernier, mais vous savez que pour négocier aussi bien au niveau africain qu'au niveau d'ailleurs multilatéral, au niveau de l'OMC, ça prend du temps, c'est plutôt par une politique souvent de consensus. Donc, ils ont anticipé, ils vont lancer là bientôt 5 autres protocoles, notamment un sur tout ce qui touche à l'environnement des affaires, tout ce qui touche aux investissements, un autre sur la politique de la concurrence, un autre protocole qui va toucher aux questions de propriété intellectuelle, très importantes, ces questions-là, notamment en ce qui concerne, si on veut promouvoir l'innovation en Afrique et si on veut donner la possibilité de pouvoir protéger certaines inventions, certaines créations faites par les startups africaines, c'est important. Et ils ont ajouté 2 autres protocoles, notamment un protocole sur le e-commerce. On a tous vu qu'avec la crise sanitaire, que le commerce électronique avait le vent en poupe. C'est aussi le cas en Afrique, surtout dans certains pays comme le Kenya, comme le Sénégal. Mais je donne juste des pays comme ça, parce qu'en Afrique du Nord, c'est pareil, hein, au Maroc. Donc je donne juste des exemples de pays qui me viennent comme ça en tête. Mais bien évidemment, je pense que partout sur le continent aujourd'hui, le commerce électronique a le vent en poupe, en dépit du fait, effectivement, qu'il y ait ces contraintes logistiques. Et enfin, le dernier protocole, c'est un protocole qui est très important, c'est un protocole qui devrait pouvoir mieux insérer les populations africaines dans le commerce, et notamment le commerce transfrontalier. C'est le protocole qui va en fait promouvoir la dimension genre et l'emploi des jeunes. Donc il y aura un protocole sur les femmes, au départ il n'était que sur les femmes, et il a été élargi aux jeunes. Voilà, donc voilà où on en est. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, comme je dis, la zone de libre-échange est opérationnelle depuis quelques mois. Est-ce que aujourd'hui, si moi je suis, disons, au Zimbabwe et que je veux exporter du tabac du Zimbabwe vers la Tunisie, est-ce que j'exporte sous le régime de la ZLECAf? Aujourd'hui, c'est toute la question que tout le monde se pose. Ça, c'est une des questions qui revient souvent. En théorie, oui, parce qu'aujourd'hui, les instruments, le cadre juridique existe. Mais en pratique, on se rend compte que c'est quand même assez compliqué, qu'il y a beaucoup de mesures non tarifaires qui continuent de gréver donc, le développement du commerce intra-africain, et surtout, et c'est le point sur lequel je vais peut-être conclure mon propos, parce que le plus important, c'est aussi d'écouter les autres et ensuite de réagir à vos différentes interpellations, c'est que le secteur privé
africain, notamment, comme vous le savez. Ce secteur privé africain, il est majoritairement constitué de micro, petites et moyennes entreprises et d'entrepreneurs. Et bon nombre de cette cible de population opère encore au niveau du secteur informel. Or, qui parle de règles d'origine parle forcément, quelque part, de suivre un certain formalisme. Et autre élément sur lequel nous travaillons au niveau du Centre du commerce international, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit d'information. C'est-à-dire que cette zone de libre-échange continentale africaine reste connue surtout des négociateurs en chef, des décideurs politiques, d'une certaine manière de la société civile, très peu encore du secteur privé, même s'il faut dire que le secrétariat de la ZECAf a fait un gros effort, ainsi que les communautés économiques régionales, les États membres, pour pouvoir maintenant le vulgariser au sein du secteur privé, parce qu'à la fin des fins, qui c'est qui est le bénéficiaire direct, le premier bénéficiaire de la ZECAf, c'est quand même le secteur privé africain. Et c'est d'abord les entreprises ou les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, il y a un effort de plusieurs parties prenantes pour pouvoir justement engager, accroître la participation du secteur privé dans la ZLECAf. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait offrir une Afrique qui serait donc économiquement solide, qui serait donc socialement viable et qui serait aussi, parce qu'on n'a pas, j'ai pas abordé la question de l'environnement, qui a été très peu prise en compte au niveau de la ZLECAf, notamment au niveau des discussions sur le commerce des biens, mais qui est de plus en plus soulevé dans toutes les discussions sur cet accord. Et c'est important donc de pouvoir aussi utiliser cet accord pour créer un futur pour les jeunes en Afrique. Et c'est important. Donc la ZLECAf, c'est bien aussi de pouvoir en parler en dehors de l'Afrique, d'en parler ici à Genève un soir. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a aussi des questions géopolitiques qui vont aussi se poser bientôt. En créant un futur en Afrique pour les jeunes, quelque part, c'est aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, enfin, c'est connu, on dit que ça permet aussi quelque part de régler certains problèmes liés à l'immigration, à la fuite des cerveaux. Donc, il faut aussi le percevoir comme ça, cet accord. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de choses à dire, mais voilà. Encore une fois, je pense que c'est un très beau chantier. C'est un chantier qui, s'il continue de bénéficier de la dynamique et du momentum qui a permis d'arriver aujourd'hui où on en est, pourrait quand même comment dire, permettre à l'Afrique de créer des conditions appropriées pour pouvoir insérer ces populations dans des chaînes de valeur inclusives et durables. Voilà, je vous remercie. Question que je pose Richard, c'est quel est l'apport du secteur privé congolais? Voilà, quel est l'état de vie de la mise en œuvre de l'accord? Vous nous parlez un peu de cet accord en RDC. Donc je crois que ça vient d'être posé, le cadre global de l'accord. Je crois que c'est l'a bien dit. Ce n'est pas les États qui font les commerces. Les États sont là pour les réglementer et c'est le secteur privé qui doit faire les règles. Au niveau de la RDC, effectivement, il y a eu la ratification, je crois, au niveau du Parlement de cet accord. Mais jusqu'à présent, ces instruments ne sont pas encore déposés au niveau du secrétariat de la ZLECAf Accra. Donc le processus interne est déjà terminé. Je pense que maintenant, la suite, arriver jusqu'à permettre que cet accord, les instruments de ratification puissent être déposés. Mais si on revient à ce qui est dit avant, par rapport au secteur privé, il y a beaucoup de choses. On l'a vu avec cette crise de Covid que les commerces, c'est les circuits courts. C'est-à-dire, c'est au niveau des proximités qu'il faudrait œuvrer. On a vu qu'il y avait rupture, par exemple, des stocks ici sur le masque qui devait venir de Chine. Donc, nous sommes dans une dynamique de pouvoir permettre une régionalisation assez poussée, ça a été dit, regrouper les régions économiques africaines à permettre cet accord. C'est vraiment une avancée majeure qui a été faite pour mettre au point cet accord. Mais un accord, c'est tout un processus. Il y a un processus, et maintenant, le secteur privé, qu'est-ce que le secteur privé peut attendre cet accord? Généralement,
bien avant, il y a eu d'autres accords, notamment la facilitation des échanges, qui est un accord de permettre, ça c'est au niveau de l'OMC, assez que les États ou du moins les entreprises puissent commercer sans entrave. Et dans le cadre de l'accord de libre-échange, c'est aussi commercer sans entrave entre pays. Et la plupart des problèmes que le secteur privé a pour commercer, c'est la logistique. Donc, passage des frontières au niveau des douanes, il y a des tracasseries qu'il faudrait permettre à ce qu'il y ait cette réduction. Et ce travail est en train d'être fait. Et au niveau peut-être des ITC et d'autres, comment on dit, zones qui interviennent, notamment comme ça et autres, qui peuvent accompagner les États. Donc, pour les secteurs privés, c'est avoir cette facilitation au niveau national par rapport à la facilitation des échanges, mais l'explication au niveau des douanes, au niveau des climats des affaires, mais surtout aussi comment permettre les services, parce qu'il y a un problème de corridors. Les corridors, ce sont les espaces au niveau régional où on peut échanger, par exemple, au niveau du Congo, c'est vers l'est, il y a un corridor qui part, je crois, de Mombasa jusqu'à vers le Congo au niveau des Kivu et aussi au niveau des pays frontaliers. Donc, comment permettre à ces corridors, sur le plan des échanges, sur le plan des facilités de marchandises, donc il faut qu'il y ait traçabilité. Aussi, comment permettre à ce que les services, parce que les douaniers disent que non, ce n'est pas nous, c'est plutôt d'autres services sur la route, notamment le service de sécurité, la police, qui entravent, par exemple, le déplacement des marchandises. Donc, on doit travailler sur ces aspects-là. Au-delà d'autres paramètres, comme la règle d'origine, c'est pour éviter qu'il y ait, par exemple, quand il y a ouverture de frontières, qu'il y ait d'autres États, notamment on crée la Chine, on dit par exemple, la Chine peut prendre ses marchandises, il amène dans un pays voisin, et cela peut passer des frontières sans qu'il y ait contrôle. Et pour cela, il faut permettre qu'il y ait la définition d'une règle d'origine, c'est-à-dire qui permet que les décrets de livraison d'un produit dans les contextes des pays où on l'a fabriqué. Et ces paramètres-là sont en train d'être négociés et doivent être expliqués au niveau des secteurs privés. Pour la RDC, par exemple, au niveau du Parlement, il y a la Fédération des entreprises du Congo qui n'était pas d'accord de cette ouverture. Et voilà, nous, Congo, nous n'avons pas encore assez d'industrie pour permettre la transformation. Donc, les secteurs privés, de manière globale, c'était quand même opposé à mis des réserves. Mais ces réserves ont été prises en compte par le ministère du Commerce dans le cadre de définir les étapes d'ouverture et aussi permettre à intégrer ces recommandations dans le document de ratification de l'accord qui sera déposé éventuellement au niveau du secrétariat. Donc, au niveau national. Et puis, autre chose qui était recommandée, c'est comment accompagner, par exemple, les entrepreneurs, surtout au niveau de l'industrie, à permettre une transformation. À ce sujet, la RDC, par exemple, a mis un moratoire, enlevé le moratoire qu'il y avait, par exemple, pour l'exportation des produits miniers, en exigeant qu'il y ait une transformation locale. Donc, dernièrement, il y avait une conférence pour permettre à la République démocratique du Congo d'être dans la chaîne de valeur de production des batteries électriques. Et là, en relation avec d'autres pays partenaires, notamment la Zambie, qui produisent aussi les mêmes matériaux, mais qui est une chaîne de valeur nationale. Et ça, c'est une volonté politique de permettre que, d'abord, avant d'exporter, on puisse transformer local. De même pour les bois, la plupart du bois qui sont au Congo, il y a des mesures pour permettre à ce que il y ait d'abord une première transformation au niveau local avant d'exporter. Au lieu d'exporter les crus, on doit arriver à transformer, vraiment une première transformation pour l'exporter. Au niveau encore de l'industrie, on a incité au niveau des petites et moyennes entreprises comment permettre le PME local à pouvoir accéder à des facilités de crédit, des lignes de crédit. Et là, il y a une banque au niveau du Congo qui s'appelle Equity Bank, qui est dans ce sens-là, pour permettre les secteurs privés mettre à disposition
assez de lignes de crédit parce que quand les gens commercent, il y a toujours un problème de délai de paiement. Et au niveau de la ZLECAf, je crois que ce problème a été pris en compte parce qu'il y a 42 monnaies en Afrique. Alors, il y a un mécanisme qui a été créé avec Afrimex Bank, qui est une banque africaine d'import-exportation, pour permettre qu'il y ait une plateforme. Quand les gens commercent, ils puissent être payés en leur monnaie locale. C'est des mécanismes mis en place. Et aussi, si je peux aller plus loin, c'est comment permettre que cet accord-là soit connu au niveau des universités. Donc, et là, je crois au niveau de la ZLECAf, il y a ce qui s'appelle académie, qui permettent à ce que les études qui sont faites au niveau universitaire, par exemple sur l'intégration régionale, comparent de plus en plus de l'accord de libre-échange économique. On est dans la première phase qui a été écrite, mais il y a d'autres, la deuxième phase qui va venir avec des protocoles assez spécifiques sur la concurrence, sur un commerce inclusif, c'est-à-dire intégrant les enfants et les femmes. Donc, c'est un processus, un accord à un parcours de vie, et puis c'est une durée longue qui va permettre à ce que cet accord puisse être suivi. Un autre aspect, quand il y a ouverture des commerces, il y a baisse des recettes au niveau des douanes. Et cet aspect-là, pour le secteur privé, il faut voir comment il peut y avoir des compensations pour permettre à ce que, surtout le secteur important de la vie nationale ne soit pas péjoré, ne soit pas impacté par cette ouverture-là. Donc, il y a au niveau des banques commerciales, avec la ZLECAf, trouver les moyens de permettre des fonds de compensation par rapport à ces pertes au niveau des douanes. Donc, aussi, peut-être de manière plus concrète, je sais que ici nous faisons, en tout cas, comme Chambre de commerce Suisse et République démocratique du Congo, nous avons initié un programme pour l'entrepreneuriat des jeunes, et qui est un programme local, c'est-à-dire comment permettre aux jeunes de pouvoir créer des entreprises en les accompagnant de manière substantielle, c'est-à-dire dès l'idée jusqu'à la création, en appuyant effectivement avec le cabinet d'études pour qu'il y ait une transformation réelle de l'idée d'entreprise. Et ils sont primés. Et là aussi, nous avons fait des accompagnements, par exemple, pour primer les meilleures idées en ce qui concerne l'innovation. Et ça, c'est au niveau local. Et cette convention a été mise en œuvre avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Donc il y a cette ouverture au niveau du Congo d'aller dans les secteurs productifs, essentiellement par exemple la transformation, parce que le Congo, bien sûr que c'est un géant minier, mais il y a aussi tous les potentiels au niveau de l'agriculture qui n'est pas vraiment mis en œuvre. Et là, ça sera le secteur agroalimentaire pour une transformation vraiment locale. On l'a vu même dans le cas du développement de la zone de libre-échange. C'est le secteur minier qui est vraiment pas beaucoup de pourcentage, mais c'est plutôt l'agroalimentaire et aussi les services qui doivent être facilités. Donc, le Congo se présente comme un pays tampon, faisant frontière avec 9 pays, et puis comment, au niveau national, au-delà que la zone de libre-échange soit une menace, ça, pourtant, sur le plan politique, une volonté de voir comme un défi et de permettre sur le plan structurel, avec une politique nationale de l'industrialisation, et puis avec une volonté de permettre un moratoire par rapport aux produits stratégiques qui ne puissent pas sortir, qu'il y ait une transformation initiale avant de permettre, comment on dit, la sortie de ces produits-là. Brièvement, voilà, un peu, je peux, en complément à ce qui a été dit dans le cadre plus formel d'un accord où les États interviennent, et au Congo, il y a l'ordonnance pour mettre en place un comité national d'accompagnement de la zone de libre-échange, mais qui sera intégré avec l'équipe nationale de facilitation des échanges. Donc ce sont les points qui vont se mettre ensemble au niveau institutionnel. Je pense que je peux répondre après pour d'autres questions. Et voilà brièvement ce que je peux dire
par rapport à l'apport de la RDC et surtout l'attente de cette zone de libre-échange ZLECA. Merci Richard pour cette perspective du Congo, la RDC. Donc, tu as parlé de l'impact de l'ouverture. Alors, moi, je parle évidemment, un accord de libre-échange, on l'a dit, bénéficie de la secteur privé, mais la société civile se pose aussi des questions par rapport à quel est son impact en matière socio-économique, en matière environnementale. Pour l'Afrique 21 qui s'intéresse au développement durable, les ODD, c'est une question éminemment importante. Et on ne souhaite pas que cette conférence se limite qu'à un aspect purement business. Donc on souhaite ouvrir un échange. Donc c'est pour ça que je pose la question. Richard peut commencer à commenter la question de savoir, répondre à la question de savoir quelles sont les perspectives de la société civile, comment tu vois, quelles sont les perspectives de la société civile par rapport à cet accord. Et Franck, compléter aussi en tant que journaliste, tu as découvert cette question. Tu peux nous éclairer par rapport à l'impact de l'ouverture économique, l'intégration régionale, point de vue socio-économique, environnemental, l'aspect politique, la société civile. Voilà, c'est les questions qui intéressent chacun d'entre nous. Voilà. Mais bon, peut-être Franck va compléter, je vais mettre autrement. Les frontières africaines sont des frontières artificielles. Vous prenez les Congo, de part et d'autre, nous parlons la même langue. Il y a juste la rivière qui nous sépare. Donc, ce sont des frontières purement artificielles. Donc, avec cette zone de libre-échange, c'est vrai, il y a la peur de part et d'autre parce que parfois on produit les mêmes produits. Donc, maintenant, comment on arrive, c'est ça les challenges, c'est ça au niveau de l'État, et d'accompagner, justement, d'éclairer la société civile, notamment les populations, pour qu'il n'y ait pas cette crainte. Parce qu'il y a bien sûr cet accord, mais il y a d'autres actions africaines, notamment l'agenda 2063, qui est tout un processus dont l'accord de libre-échange est partie intégrante. Donc, je vais parler trop loin, je pense que Franck puisse prendre la parole, je reviendrai après, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci. C'est vraiment la partie un peu cachée de tout ce processus, on peut dire. On parle très peu de la société civile, dans, on peut dire, la mise en œuvre de ce grand accord de libre-échange. Et il faut dire qu'il y a un désir quand même de libre-échange. Et ça, il faut le dire. Même ceux qui s'opposent vivement à sa mise en œuvre, ils sont d'accord pour les objectifs et pour dire voilà, il va falloir que les Africains échangent plus entre eux. Il va falloir créer justement des emplois. Et des emplois justement pérennes et des emplois qui arrivent justement à nourrir les Africains. Ça, c'est une analyse partagée par tous ceux qui tournent autour de ces accords. Mais il y a des mais. Et ces mais, justement, je les suis depuis bien avant la signature, bien avant. En 2009, j'ai eu une mission en Afrique de l'Ouest qui est considérée comme étant la zone d'intégration régionale la plus avancée parmi les zones africaines. Ça, tout le monde s'accorde à le dire parce que le commerce intra-africain dans cette région-là, dans CEDEAO précisément, c'est au-delà des 10%, ce qui est rarement atteint par les autres, qui sont tournés vers l'exportation extra-africaine. Donc voilà, dans cette région, la société civile est aussi très dynamique et la société civile est structurée et s'oppose pied à pied par rapport à tout ce qui est mis en place. Et on en parle très peu, je suis bien placé pour le savoir parce que je viens du milieu des médias, et on en parle très peu. On rencontre des conseils, des ministres, on rencontre justement des négociations entre experts, que ce soit à Addis Abeba, à Kigali, etc. Mais cette société civile a du mal à exister et souvent ça se manifeste aussi dans la rue, ce qui n'est pas aussi audible dans des pays où les régimes sont encore autoritaires. Au Sénégal, ça passe, mais aller manifester contre justement un certain nombre de décisions dans les pays où ça peut passer moins bien, c'est pas facile. Donc là où la société civile se fait vraiment entendre, c'est au Sénégal pour la francophone, un tout
comme le Ghana. Mais principalement, c'est dans les pays anglophones où ça se passe vraiment avec dynamisme, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, où la société civile vraiment s'oppose vivement à ce que les choses ne soient pas tout à fait mises en place de façon désordonnée et sans vraiment réfléchir aux intérêts ultimes des Africains. Et ça, on l'a pu constater récemment avec l'entrée en vigueur justement une fois que les 22 États ont la limite fixée pour que l'accord puisse entrer justement en vigueur. Et ça, à Nairobi, ça fait beaucoup de bruit. Et j'ai eu des comptes rendus des confrères qui m'ont dit que ben voilà, beaucoup feraient tout pour que cet accord ne soit pas tout à fait mis en œuvre. Et ça, on le sent aussi dans des pays comme le Ghana. Récemment, la semaine dernière, pour préparer, j'ai essayé de prendre contact avec certains confrères qui ont fait aussi des comptes rendus. J'imagine qu'au niveau de la ITC, vous avez aussi des comptes rendus qui vous parlent beaucoup plus des aspects techniques et surtout des inquiétudes qui ressortent. Et une chose qui revient, c'est vraiment sur le secteur, par exemple, de l'agriculture, où on en a parlé vraiment suffisamment, où c'est encore très dilué, on ne sait pas trop où on va. Parce que où est-ce qu'on peut se créer vraiment des emplois durables et des emplois vraiment qui permettent à les Africains de s'en sortir, puisque le but ultime, c'est de sortir de la pauvreté. C'est le secteur de l'agriculture. Et l'Afrique et les membres de la société civile mettent l'accent là-dessus. Si vous voulez justement faire du libre-échange, il va falloir prendre quand même des mesures protectionnistes, ça ils le disent. Des mesures pour que ce secteur soit tout à fait protégé et qu'on ne livre pas. Parce que c'est ce qu'on vit déjà. Vraiment un produit emblématique, le blé. Aucun pays africain n'exporte en dehors du continent du blé. Nous sommes des importateurs nets justement de ce produit et de plus en plus d'Africains se nourrissent du blé, alors que c'est une production marginale. Donc il faut faire venir ça de l'Union européenne, il faut faire venir ça d'autres pays. Et même des produits, on peut dire qu'on peut produire massivement en Afrique, notamment le maïs. On peut parler d'autres céréales, le sorgho par exemple, qui est un produit africain par excellence, on importe ça des États-Unis. Et si vous faites sauter justement les barrières tarifaires, vous les réduisez, parce qu'aujourd'hui on dit bon, les tarifs sont assez hauts, c'est autour de 8% à peu près en moyenne en Afrique. Il faut les rabaisser à 2%. Voilà. Vous faites entrer massivement, en tout cas, et il y a de la consommation, il y a de la demande. Le marché, il est là, et les autres ont compris. Que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, déjà avec l'accord ACP-UE, que peut-être certains connaissent, on connaît le problème. Et si vous rajoutez ça avec la ZLECA, le problème il est immense sur un marché qui pèse des milliers de milliards de dollars. Et ça, vous n'êtes pas en mesure de faire la concurrence. On parlait de la concurrence tout à l'heure, vous faites la concurrence pas entre vous, parce que vous voulez faciliter le but, c'est de faciliter le commerce intra-africain. Mais qui va en profiter? Parce que c'est ce que la société civile désigne, ce n'est pas les pays africains, ce n'est pas les producteurs africains, mais c'est des producteurs, des grands producteurs. La Chine, les États-Unis, ils ont bien nommé. Ce que j'ai reçu dans le courrier de M. Mamadou Koulibaly, qui dirige la ROPA, qui m'a détaillé un tout peu les choses qu'ils ont essayé, les doléances qu'ils ont essayé d'envoyer, même bien avant, ils n'ont pas été reçus. Bien avant la signature de l'accord à Kigali en 2018, ils ont essayé de faire introduire leurs remarques, etc., pour retarder un certain nombre de choses, parce qu'ils ont dit c'est clairement mettre le charrue avant les bœufs. C'est ce qui est rapporté. Mais ça, on n'a pas entendu la presse en faire. Parce qu'il faudrait d'abord consolider un certain nombre de choses, faire en sorte qu'il y ait un certain protégé sur les secteurs justement stratégiques et des secteurs justement sensibles, pour que l'Afrique ne retombe pas dans les travers justement de son ouverture sans calcul au monde, en tout cas du commerce international. Et ça, il faudrait le faire. Et je pense que ça ne va pas être facile, la mise en place des protocoles dont vous avez justement, en tout cas, dont vous avez parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est pas une bonne nouvelle, mais pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a débat. Il y a débat. Et ce débat, c'est maintenant que certains commencent par justement prendre au sérieux, notamment le Nigeria, qui est le marché le plus important. 200 millions d'habitants, plus dans 10 ans, 20 ans. Et si le Nigeria, même pour l'entrée en vigueur, le président
qui s'est engagé justement à signer l'accord, à la veille, téléphone à son collègue nigérien Issoufou pour lui dire finalement je ne signe pas. Il n'a pas fait comme ça sur un coup de tête parce qu'il a eu une pression, et c'est pour la première fois qu'un chef d'État en Afrique a ressenti le besoin justement d'écouter, justement, et ce n'est pas une force extérieure qui lui a mis la pression. Ce sont les sociétés, les commerçants, les petits détaillants, les petits industriels. Et je lui dire aussi que l'homme le plus riche d'Afrique, M. Dangote, aussi avait des craintes, donc a mis, justement, pas directement, mais a envoyé ses pions, et du fait de sa pression, le chef d'État nigérien a dit que finalement je ne signe pas tout de suite. Et ça a créé une panique. On a cru que c'était mort à partir de ce moment-là. Si les Nigériens ne signent pas, enfin, les autres s'est dit est-ce que finalement on va y aller? Et il a fallu du temps. Le Nigeria a essayé diplomatiquement de faire en sorte que les choses soient différées. Et ce n'est pas fini. Et selon le rapport justement d'une très grande association des importateurs justement de produits agricoles au Nigeria, finalement le Nigeria doit justement faire en sorte qu'il y ait des mesures supplémentaires qui doivent être justement renégociées. Et cet accord justement, il est bien, ça reprend tous les grands principes du libre-échange, ça c'est clair. Est-ce que l'Afrique est prête pour ça par rapport justement aux défis qui sont des défis très particuliers qui concernent directement toute cette masse et surtout au niveau de sa jeunesse qui attend vraiment des débouchés pour pouvoir. Et si on fait en sorte que le marché soit ouvert et que personne n'en bénéficie, il y ait de la frustration et que finalement on va de plus en plus vers l'ouverture parce que imaginez qu'à la fin, on ne s'arrête pas à la ZLECA tel que vous avez écrit et bon, on va aller vers justement une union douanière, n'est-ce pas? Donc cette union douanière fera en sorte que les frontières seront vers d'autres continents, d'autres marchés, c'est complètement... Et à partir de ce moment-là, quel est le pays africain qui pourra justement avoir une sorte d'avantage comparatif par rapport à tel produit pour pouvoir justement tirer son épingle du jeu? Je ne vois pas beaucoup. Que ce soit que ce soit des produits manufacturés, que ce soit des matières brutes, donc voilà, etc. On voit que ce n'est pas ça qui va créer de l'emploi, ce n'est pas ça qui va. Parce qu'on a vu avec le pétrole, on a vu avec le diamant, on a vu avec l'or, on a vu dans certains pays qui sont des champions dans ce domaine, on voit un peu les retombées. Ce n'est pas possible. Donc faire de cet accord quelque chose justement de central dans l'ouverture de l'Afrique au monde et de l'Afrique justement vers son développement, c'est bien. Mais il va falloir mettre un certain nombre de... Et je redis, mais je vais m'arrêter là pour l'instant parce que j'ai plein d'autres choses. Et j'aimerais vraiment du concret, qu'on parle concret, qu'on parle justement, pas trop de chiffres, mais des chiffres qui ont un sens par rapport justement à là où on veut y aller et quel objectif on vise finalement. Parce qu'il y a ce décalage entre ceux qui décident et ceux qui vont subir petit à petit justement les décisions prises, que ce soit à Kigali, que ce soit à Niamey ou à Addis Abeba. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Richard. Oui, bon, c'est bien. Il est resté toujours du point de vue un peu questionnement journalistique, mais bon. Bref, il n'y a aucun problème. Bon, il est le porte-parole de la population. Mais il y a quand même on peut dire des éléments objectifs qui peuvent militer pour soutenir cet accord. Si vous regardez sur les plans institutionnels, par exemple, il y a la monnaie. La jeunesse parle aussi, parlons de CFA. La jeunesse pousse. Comment expliquer qu'il y a des zones CFA en Afrique? Donc c'est vraiment une situation qu'il faudrait arriver à mettre à plat. Donc il y a l'énergie. Pour transformer, il y a de l'énergie. Donc il y a la voie sur des projets intégrateurs. On parle d'énergie, il y a INGA qui est basé au Congo. Comment l'énergie INGA peut permettre à celle d'aller au-delà et appuyer qu'il y ait cette transformation sur le plan industriel. Donc, les cas des diamants, oui. Les diamants, il y a des pays qui ont fait mieux, dont on ne parle pas. Prenons le cas du Botswana. Botswana est producteur de diamants, mais qu'est-ce que le Botswana a fait?
a fait qu'il y ait transformation au niveau local. Et aujourd'hui, sans entrer dans le portefeuille d'Assiatou, le Botswana est parmi l'un des pays qui a quitté cette catégorie-là, qu'on appelle pays les moins avancés. Dans les temps, lors des indépendances, il y avait des États qui cherchaient à devenir indépendants. Mais aujourd'hui, il y a très peu de pays qui cherchent à quitter cette catégorie des pays les moins avancés. Il y a, je crois, un seul pays qui l'a fait dans sa politique, c'était, je crois, le pays des hommes, le Burkina. Je crois, il y a eu dans un des programmes politiques des Burkina qui mettait en place que voilà, notre politique serait de quitter cette catégorie. Et il y a des mécanismes qui existent. La CNUSEP donne effectivement cette possibilité de pouvoir faire la graduation. Mais il y a très peu de pays qui utilisent ça. Donc, les potentialités sont là. Je pense que la volonté politique, si on peut les regarder, par rapport à la zone de libre-échange, la volonté est là. Donc, il y a eu 54 pays sur 55 qui ont du moins adhéré. 39 ont déposé leurs instruments, et puis il y a 3 qui sont en procédure, notamment le Congo, le Cap-Vert, et je crois la Tanzanie, ça vient d'être dit, ça a été déposé. Donc, il y a que 12 pays qui sont en procédure. Or, ces pays-là, ce n'est pas des barrières sur le plan politique, c'est juste les procédures qui freinent. La volonté, elle est là, et aujourd'hui, on l'a vu avec la crise de Covid, il y a une volonté réelle que les pays africains puissent se retourner vers eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la consommation intérieure qu'il faudrait appuyer. Partout ailleurs, ça sera les grands espaces. L'Union européenne, en tant qu'espace, l'Asie, autour de la Chine, l'Amérique, et c'est sera les grands espaces. Donc, un pays, au niveau africain, tellement les pays sont emmiettés, ces frontières-là sont des frontières artificielles. Depuis Berlin jusqu'à aujourd'hui, ces pays-là, c'était de manière artificielle que ça a été, je ne sais pas, les frontières ont été mises. Donc, il y a des innovations, on n'en parlait pas. Prenons le cas de M-Pesa. M-Pesa, c'est la monnaie, comment on dit, virtuelle, banque. Hein? C'est parti de Kenya. Mani, Pesa, je ne sais pas, en Swahili, ça veut dire donner l'argent. Et Pesa, oui. Voilà, M-Pesa. Donc, ça traverse. Donc, il y a des innovations et on ne peut pas attendre de l'Afrique qu'il y ait ces suivis des progrès comme les autres pays. Il y aura ces sauts qualitatifs, on les voit. Donc, mais bon, je comprends bien sûr votre position, mais on peut être assez optimiste par rapport à ce que cet accord-là puisse aller de l'avant. C'est tout un accord. L'accord a tout un cycle de vie qu'il faudrait suivre, mais il faut que la société civile parle, comme il parle de la monnaie, aussi peut parler de ces questions-là. Questionner les politiques afin de trouver des solutions. Merci beaucoup, Richard, pour ce commentaire. Quand on parle de le thème, c'est la contribution de cet accord à la transformation socio-économique structurelle de l'Afrique. C'est-à-dire à travers la création de valeur ajoutée, à travers l'industrialisation de l'Afrique. Et bien évidemment, pour l'Afrique, il ne peut y avoir industrialisation, création de valeur ajoutée, sans affronter le défi énergétique. Bien évidemment, le niveau d'électrification, c'est l'un des défis majeurs. Or, nous nous intéressons au développement durable. Donc la question qui se pose, c'est le lien entre la problématique de l'énergie renouvelable dans le cadre de l'intégration régionale africaine de la CECAF. Voilà. À la lumière des objectifs de développement durable, les objectifs que concernent tous, notamment l'objectif DD7. Alors, en préparant cette table ronde, on a demandé à Franck de perspective par rapport à cette question. On t'écoute. Oui. C'est très bien qu'Africa 21 puisse mettre en exergue cette problématique. En tout cas, les membres de ce panel seront d'accord avec moi que sans énergie, on n'ira nulle part. L'énergie sera la source de tout. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura pas de création justement d'unités, des petites industries, et surtout l'Afrique rurale qui est encore majoritaire ne pourra pas s'en sortir et on ne pourra pas vraiment échanger entre nous.
Quel est l'objectif justement de cet accord? Donc il va falloir qu'au niveau de l'énergie, on puisse justement mettre le paquet. Et ce qui est vrai, c'est que l'Afrique a deux problèmes. Beaucoup de pays africains sont des producteurs d'énergie fossile et qui continuent justement à faire en sorte que les réserves dont ils disposent soient exploitées, même si le contexte du marché du pétrole ou du gaz pour certains, un peu compliqué dû à la volatilité justement du marché. Mais ça continue. Et n'oubliez pas qu'il y a entre 2010 et maintenant, beaucoup d'autres pays africains sont encore entrés dans ce club de pays producteurs. Je prends le cas du Sénégal, qui vient d'entrer, je prends le cas du Mozambique, malgré le problème des terroristes, on va bientôt être un géant du gaz, hein, en tout cas du gaz liquéfié. L'Afrique du Sud, elle-même, champion, justement, là, il vient de découvrir un méga gisement de gaz, de l'art, justement, qui tient à l'exploiter, parce que l'Afrique du Sud, pour la première fois, un pays dit bah, je vais l'exploiter, mais beaucoup plus maintenant pour la consommation interne. N'oubliez pas que c'est un pays, à l'échelle africaine, c'est le pays le plus développé, industrialisé. Donc, a besoin de plus d'électricité que les autres. Et il y a des coupures récemment, si vous suivez l'actualité sud-africaine. Ça fait beaucoup de bruit. On a changé de PDG de l'ESCOM, qui est l'entreprise justement d'électricité en Afrique du Sud. Je ne sais pas seulement question de management, mais question structurelle. Et si vous demandez à l'Afrique du Sud d'abandonner le charbon, dont elle est productrice, et qui constitue justement, en tout cas, le gros paquet de son mix énergétique, vous n'arriverez pas. Et au mois de novembre, pour African Oil, on a eu pour la première fois justement cette confrontation, où on demande aux pays africains justement d'embrasser vraiment bien tout ce qui est énergie renouvelable et d'abandonner les énergies fossiles. Et des pays comme l'Afrique du Sud s'y opposent. M. Mantaché, qui est le ministre de l'énergie, justement, a dit mais non, nous, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique du Sud a besoin du charbon, a besoin de ce gaz qu'on vient de découvrir et bien d'autres produits pétroliers pour pouvoir continuer. Et ça, c'est le premier problème. C'est pas seulement l'Afrique du Sud. Vous prenez d'autres pays qui sont sur la même voie. Les pays justement qui viennent d'entrer dans le club, notamment le Kenya et l'Ouganda, tiennent le même discours. Parce que non seulement ils veulent exploiter par un pipeline qui va être construit bientôt et qui va être terminé, mais aussi pour développer justement l'énergie à l'interne pour la consommation justement des concitoyens. Vous prenez la même chose au niveau du Ghana. Le Ghana qui, dans les années 2010, a vraiment mis en tout cas en production ces charbons, est en train justement d'avoir le même discours et les contraintes. Et ce sont des contraintes, en tout cas, qui ont été acceptées dans un premier temps, notamment pour l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il faut aller vers le développement des énergies pour que l'Afrique puisse justement être électrifiée, pour que l'énergie soit accessible et pour tous, à des prix justement qui permettent à tout Africain, donc d'ici 1,2 milliard, 2 milliards, d'ici 2050, les Africains puissent avoir chacun, en tout cas, une consommation correcte d'énergie. Et ça, ce n'est pas possible seulement avec l'énergie. Et ces pays justement mettent des noms en avant, et depuis, c'est Africa Oil, c'est ce forum justement des producteurs de biens à l'Afrique du Sud. Le discours a changé, alors qu'avant on suivait les recommandations par exemple des agences de l'ONU qui sont. Et moi-même j'étais très surpris parce que moi à distance j'ai suivi les travaux et j'ai lu que pour la première fois des hauts dignitaires, des pays qui prônaient jusque-là l'abandon, même ceux qui en vivaient, même au Nigeria. En tout cas, il va falloir faire en sorte que la transition aille vers le renouvelable, ce n'est plus le cas. Donc, on peut constater qu'à partir de 2021, avec la crise du Covid qui a traversé tout le continent, les problèmes liés justement au marché de l'énergie et le fait qu'on se rend compte que ce n'est pas possible seulement de s'appuyer sur le développement des énergies renouvelables pour atteindre justement les objectifs de 2063. Ça fait que beaucoup de pays commencent par avoir une sorte de discours et certains disent réaliste. Est-ce qu'on peut les blâmer? Moi je ne crois pas. Parce qu'ils se basent aussi sur des données tout à fait exactes du fait que l'Afrique émet moins de CO2 par rapport aux autres parties du monde.
Et pour ce fait, il va falloir justement quand même garder sa part justement de consommation d'énergie fossile pour pouvoir avancer et peut-être mettre l'objectif un peu plus loin pour qu'on puisse le faire. Et deuxièmement, si vous me permettez pour que je termine, c'est par rapport aux deux projets. L'autre a été évoqué tout à l'heure par Richard, hein, c'est le projet INGA 3, qui cause d'énormes problèmes, parce que c'est justement le projet qui permettrait vraiment, non seulement à la République démocratique du Congo de sortir justement de son problème d'électricité et aussi d'industrialisation par rapport à, en tout cas, à la source d'énergie, mais les pays voisins, jusqu'à l'Afrique du Sud. Et actuellement, c'est l'Afrique du Sud d'ailleurs qui joue à peu près au faiseur de roi. Je retire mes billes ou je ne les retire pas, en fonction d'eux. Parce qu'il y a une pression sur le prix. Est-ce que l'Afrique du Sud qui s'engage à acheter la production justement électrique d'Inga 3 peut l'acheter à un prix supérieur à sa production locale? Je ne crois pas. Donc c'est ça qui va jouer. Donc d'ici peut-être l'année prochaine, on saura si l'Afrique du Sud se retire ou pas, puisqu'il y a d'autres acteurs qui se sont retirés. Et ce projet, malheureusement, risque encore de retomber dans les travers, parce que ça fait déjà des décennies qu'on est en train de parler de ça, parce qu'on a dit de Vicaire jusqu'à Johannesburg. Ce barrage peut permettre à ce que l'Afrique puisse sortir quand même en partie de son problème. Et deux, pour finir, si vous me permettez, parce que c'est important pour la... Voilà, je termine en quelques secondes. C'est le projet Power to Desert, enclenché par la Banque africaine de développement et quelques partenaires justement, notamment américains et chinois, pour que surtout la Banque sahélienne puisse avoir des projets d'électrification à base justement des panneaux solaires photovoltaïques. Et ce projet, à terme, devrait justement permettre à 33 millions, ça c'est les chiffres qui sont fournis par la Banque africaine de développement, de le faire. Mais le problème là encore, c'est la sécurité. Dans ces pays qui souffrent le problème de sécurité, qui va aller investir ne serait-ce qu'un seul dollar pour le faire? Et ça, c'est le problème que les membres de la société civile signalent. Il va falloir, c'est pourquoi on parle de chariot avant les bœufs, il va falloir assurer d'abord le problème de sécurité, sinon vous ne pouvez pas réaliser des projets aussi gigantesques que celui-là. Donc je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. C'est très intéressante, la dimension énergétique, l'intégration régionale. Nous souhaitons ouvrir le débat. Donc, si vous avez des questions, voilà, c'est le moment de poser à nos trois conférenciers. Donc, qui veut prendre la parole pour commencer? Alors. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à libre-échange en Afrique. La plupart de nos pays ont hypothéqué, entre guillemets, le sous-sol, notre sous-sol, nos richesses, notamment par les prêts consentis par la Chine, les États-Unis, les pays occidentaux. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui est prévu dans les échanges, dans le libre-échange que vous préconisez? Les matières premières sont des matières de sous-sol hypothéquées. Est-ce qu'il y a une interaction avec disons, ceux qui détiennent actuellement nos sous-sols, nos richesses? Est-ce qu'ils sont prêts à transformer sur place dans nos pays? C'est une question très intéressante qui a plusieurs dimensions. Je ne vais pas aller sur le volet politique parce que je pense que ça a un fort volet politique, donc je vais rester sur le plan économique. Ce que je peux dire, c'est qu'il est fortement encouragé la transformation locale des produits. Il faut aller vers la montée en gamme des produits africains. Et la montée en gamme, c'est quoi? C'est utiliser ce que nous avons de nos ressources. Donc ces ressources, vous venez de faire un constat. C'est vrai que c'est une question qui est certainement à mettre sur la table,
Mais moi, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, je pense que ça a été évoqué par l'un de mes copanélistes, je pense que ce qui est important, si on prend l'agriculture, c'est quand même de pouvoir revaloriser l'agriculture en Afrique. Et on sait très bien aujourd'hui que très peu de jeunes veulent aller dans les champs. Et on sait aussi que jusqu'à présent, cette ZLECAf, là je vous rejoins sur ce point-là, n'est pas encore arrivée vraiment en milieu rural. Or, nous savons que si nous devons produire plus, produire mieux et produire pour nourrir d'abord le continent africain, il faut effectivement aller, en guillemets, taper sur les ressources partout elles existent. Et notamment justement dans ce milieu rural où parfois on a des produits qui n'ont pas été fortement valorisés. Ce que je peux juste donner un petit exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le fonio, qui est une céréale assez répandue dans certains pays, notamment dans la zone soudano-sahélienne. Pendant longtemps, ça a été un peu une céréale qui a été mise de côté. C'était plutôt la nourriture un peu de ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir manger correctement du riz. Aujourd'hui, je ne vais pas dire c'est parce qu'il y a la zone de libre-échange, aujourd'hui nous voyons de plus en plus, en tout cas au sein de l'espace de la CEDEAO, que cette chaîne de valeur, que cette filière est remise à l'honneur. Elle est remise à l'honneur pour pouvoir justement pouvoir approvisionner les populations, notamment celles qui sont en milieu rural, pouvoir trouver différents débouchés, ajouter de la valeur pour qu'elle soit utilisée au quotidien dans les mets qui sont offerts, qui sont proposés aux populations. Donc moi je pense que la question que vous posez, elle est pertinente. Je pense que c'est une... Enfin, il y a une prise de conscience. Maintenant, est-ce qu'elle est reflétée dans le processus qui est en cours? Ça, c'est une autre... vous comprenez ça? Je pense que c'est un autre débat. Mais bien évidemment, je pense que si l'Afrique essaye d'aller de plus en plus vers l'exploitation de ses propres commodités, de ses propres ressources, en encourageant cette transformation qui ne peut se faire que s'il y a énergie, on est d'accord, à ce moment-là, petit à petit, on va retrouver cette souveraineté. C'est aussi une question de souveraineté quelque part. On va retrouver cette souveraineté au niveau de la gestion de nos ressources naturelles et en particulier au niveau des ressources agricoles. Donc on sait effectivement que dans certains pays qu'on ne va pas citer, oui, on sait qu'il y a des baux qui ont été concédés à certains pays. C'est une réalité, mais je pense qu'aujourd'hui quand même, la tendance est moindre qu'il y a... ou en tout cas, c'est un tout petit peu moins médiatisé. Parce que tout est aussi une question de médiatisation. Il y a 2 jours, mon pays d'origine vient de signer un accord avec les États-Unis pour concéder 50 ans d'exploitation du pétrole. Il y a 2 jours. Le nom du pays? Angola. À l'instant même, ces derniers jours se tient le sommet Turquie-Afrique. Comment l'analysez-vous à la lumière de tout ce que vous venez de nous dire? Merci. Oui. Il y a aussi Russie-Afrique. Par concours de circonstances, c'est le président de la République démocratique du Congo qui est présent en exercice de l'Union africaine et de surcroît, il se retrouve là-bas en Turquie. Bon, c'est vrai, sommet Turquie-Afrique, c'est un sommet de plus, mais la Turquie et l'Afrique, il y avait déjà des relations bien avant ces sommets. Par exemple, dans le secteur de transport, il y a eu, je crois, le tir qui sont arrivés en Afrique pour permettre aussi l'ouverture par rapport au transport aérien. Parce qu'il y avait une sorte de monopole de certains pays en Afrique et ça a permis cette ouverture-là. Donc, la Turquie se positionne comme un pays émergent suite à la barrière de son entrée peut-être à l'Union européenne. Et aujourd'hui, la Turquie cherche d'autres partenaires, notamment en Afrique. Et ces sommets-là vont plutôt peut-être voir des aspects de collaboration sur le plan structurel
Et l'Afrique, ce n'est pas seulement la Turquie, il y a d'autres pays comme la Chine. En termes de matières premières, on en a parlé. Ça va permettre peut-être à l'Afrique de diversifier au-delà de ses partenaires traditionnels qui étaient l'Europe, l'Amérique, d'autres partenaires notamment, voir comment il peut tirer bénéfice par rapport à différents partenaires. Mais c'est toujours problématique dans la mesure où il faut qu'on trouve l'intérêt de l'Afrique. Bon, les produits turcs sont compétitifs par rapport à d'autres pays. Qu'est-ce que l'Afrique va négocier là-bas? Je pense que c'est l'ouverture de marché et d'autres partenaires éventuellement nouveaux et dans des secteurs clés, surtout actuellement, comme on l'a dit dans le cas de libre-échange, l'Afrique veut plutôt aller à la transformation industrielle, c'est-à-dire permettre à ce que les pays africains puissent produire localement, consommer localement. Peut-être, je ne sais pas vraiment tous les termes de l'accord, de ces sommets, peut-être on verra par la suite, mais je crois que c'est sur le plan stratégique des positionnements des partenaires au-delà des partenaires traditionnels de l'Afrique. Je pense qu'il y a des accords. Une question, peut-être un complément. Voilà. Non, ce n'est pas un complément, mais c'est un sujet très important par rapport surtout au paiement. D'abord, je n'avais pas reconnu ma fille à cause des lunettes du fille. Voilà, donc je suis très contente de te revoir. La dernière fois, c'était, je crois, en 2014, lors du sommet de la francophonie à Dakar. Et je saisis aussi l'occasion de féliciter vraiment Africa 21 de façon très sincère. Parce que comme on dit, j'ai vu naître le bébé. J'ai vu le bébé ramper. J'ai vu le bébé se tenir debout. Aujourd'hui, le bébé est en train de marcher. Ce que je souhaite, ce que je souhaite dorénavant, c'est qu'il court, en plus de marcher, qu'il court même. Donc, j'aimerais, de façon assez, disons, amère, nous poser des questions sur l'avenir encore de l'Afrique. Je me rappelle, une fois, j'ai dit, je suis fatigué de l'Afrique. C'était pour sortir d'une conférence. Et un collègue de la RDC, politologue, a bondi de sa chaise pour me dire, ah Ndiaye, tout le monde peut se fatiguer de l'Afrique, sauf vous. Donc, depuis cette conférence du Millennium à New York et cet agenda sur lequel Africa 21 se focalise, c'est-à-dire 2030, je pense qu'entre-temps, il y aura à Doha, dans un mois, une jauge de la communauté internationale sur l'état du développement, avec les paiements. Il y a 10 ans en arrière, on s'était réunis à Istanbul. 4e conférence internationale sur les pays les moins avancés. Donc, dans un mois, c'est 5e, puisque malheureusement, 10 ans sont passés à une vitesse vertigineuse. À Istanbul, je crois que la déclaration voulait qu'on regarde aussi du côté des forces extérieures de l'Afrique, c'est-à-dire la diaspora, 6e région. Et qu'on essaie, à travers cette diaspora africaine, hautement qualifiée, il y a aussi des entrepreneurs. Parce qu'avant, c'était, comme on le sait, une diaspora analphabète.
les deuxième, troisième génération, quatrième, sont des Africains hautement qualifiés. Et de l'autre côté, on a des entrepreneurs qu'il faut encourager. Il faut encourager l'entrepreneuriat de la diaspora. Mais pour cela, la plupart du temps, ils ont envie de créer des entreprises dans les pays d'origine. Ils ont envie de créer la richesse et l'emploi. Mais ce sont les moyens, donc l'accès au crédit à l'investissement. J'aimerais bien que le Qatar se penche sur un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des diasporas des Pays-Bas. Parce qu'en 10 ans, je peux dire en 20 ans, un seul Pays-Bas africain était sorti de cette catégorie économique, c'était les îles du Cap-Vert, grâce à l'entrepreneuriat des Cap-Verdiens de l'extérieur. Donc, il faudrait, Fifi, puisque c'est comme ça que je l'appelle, en tout cas dans l'agenda du Qatar, qu'on donne les moyens pour que cette diaspora entrepreneuriale accepte. Donc, au nerf de la guerre, qui est le financement de ces entreprises. Voilà, je te remercie. Dernière question, merci beaucoup et merci Africa 21. En fait, ma question, je vais poser une question, mais d'abord à quelques constats. Ma question, c'est sur comment cet accord-là est adapté à la réalité de l'Afrique, point de vue économique, parce que c'est une réalité particulière. Quand vous parlez par exemple des économies, 80% de nos économies, c'est dans l'informel. Alors, quand vous parlez par exemple de l'agriculture, on perd 40% de la productivité entre le champ et le plat. Toutes ces choses-là, il faut qu'on les règle et il faut qu'on les prenne en considération quand on parle de nos accords. Quand on parle de l'Afrique, on a l'impression, on donne d'abord l'impression aux gens que c'est un village, 54 pays. Et il faut assister à des réunions parfois quand ça... donc, parfois on idéalise beaucoup c'est un continent il y a beaucoup de conflits politiques. Quand vous parlez, moi j'étais au Burkina Faso, je parlais à une dame dans le cadre d'un projet, elle m'a dit ce beurre de karité, on le produit, nous les femmes, j'ai pu le vendre aux États-Unis, mais quand je suis parti en Afrique du Sud, ils l'ont jeté dans la poubelle. Donc c'est ça ce qu'il faut. Il faut que ces accords-là émergent d'une réalité. Alors, il y a une prise de conscience. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'accord qui a été endorsed by les ministres de l'environnement en Égypte, dans le cadre de la CMAE, la conférence ministérielle pour l'environnement, sur le capital naturel de l'Afrique. On est conscient qu'on doit se pencher sur cette question-là. D'ailleurs, par la même occasion, je voudrais vous informer que l'année prochaine, un programme des Nations Unies pour l'environnement va élaborer un atlas sur le capital naturel de l'Afrique. Au moins, on sait de quoi on parle, parce que aussi on a un gros problème des données, des statistiques. Donc, toutes ces bases-là, il faut qu'on investisse. Et mon frère, le journaliste, il faut vraiment qu'on parle de ça aux politiciens, à la société civile, pour régler les fondements. Parce qu'on ne peut pas construire une maison sur une base qui est fragile. Il faut qu'on construise sur quelque chose de solide. Et je reviens à l'optimisme de mon frère ici.
on n'a pas le choix. Ces accords-là, il faut qu'on les adopte, il faut qu'on les défende. Parce qu'on a des millions et des millions de jeunes qui nous attendent là-bas, qui rejoignent le marché de l'emploi chaque année. Ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de soutien. Et il y a des femmes aussi qui ont besoin de... Vous savez que l'Afrique, la nourriture africaine, 60 à 70% est produite par les femmes. Il faut investir aussi. Donc, c'est ces fondements-là qu'il faut construire. Et je reviens à ma question, c'est d'abord deux questions. La première, c'est comment adapter ces accords à la réalité africaine. Et la deuxième, quel est le rôle des commissions économiques africaines, ECOWAS, SADC, tous ces commissions, tous ces comités-là. Il faut aussi les mobiliser pour qu'ils soutiennent ces accords-là. Merci. Merci pour cette question. Donc, oui. Oui. Voilà, donc ça revient à peu près à ce que j'ai soulevé et qui remonte justement de ceux qui en Afrique, comme j'ai dit, j'ai commencé en disant tout le monde en Afrique a ce désir de libre-échange. Ça, c'est un constat. Personne ne dit on doit rester dans notre coin, on laisse les barrières, on ne bouge pas. Tout le monde va pour l'ouverture, mais dans l'ordre et pour les intérêts justement des Africains. Ça, c'est la base. Et la base, c'est aussi respecter un certain nombre de processus. Ce qui est reproché justement à l'Union africaine, pour commencer, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de lobbying. Peut-être à l'ITC, vous avez noté, beaucoup de lobbying des grandes puissances pour que cet accord aille dans le sens de leurs intérêts. Parce que n'oubliez pas, le problème, c'est que personne ne veut, et c'est tabou. Et moi, chaque fois, avec mes méthodes, j'essaye d'avoir des réponses, mais personne dit à Addis Abeba, où que ce soit, on le dit clairement, l'Union africaine est financée à plus de 80% par des puissances étrangères. Comment voulez-vous défendre vos intérêts si vous êtes aussi dépendant de l'argent des autres pour seulement fonctionner à Addis Abeba? Et si vous voulez maintenant vous regrouper, dire on défend d'abord nos intérêts avant de prendre les intérêts des autres, dans le cadre justement de cet accord, on vous dit ben non, vous mettez dans votre accord ça, sinon ben, on vous coupe le robinet. Et aujourd'hui, les grandes puissances qui constituent justement l'ossature de cet accord devraient en principe dire ben non, on se met et on essaie de reprendre le rôle, mais personne ne veut contribuer plus. Et chacun veut justement avoir le bénéfice sans contribuer. Ce n'est pas possible. Prenez le cas de l'Union européenne. On est obligé de regarder ça de près. Aujourd'hui, les petits États européens, voilà, par rapport justement aux grandes puissances européennes, sont obligés parfois de s'aligner pour faire. Et c'est ça un rapport de force, qu'on le veuille ou pas. Et si vous ne voulez pas, en tout cas, subir, il va falloir justement essayer, par vos moyens, de modifier un tout petit peu. Même si c'est à la marge, il faudrait que cette chose-là se fasse. Mais ce n'est pas fait, ce n'est pas possible. Et ce qu'on veut, pour que ça marche, pour tout, que ce soit le secteur privé, les entrepreneurs, que ce soit justement pour ceux qui cherchent de l'emploi, que ce soit justement pour ceux qui veulent que l'Afrique soit beaucoup plus intégrée. Ils veulent d'abord qu'au niveau, on a créé justement des communautés économiques régionales, n'est-ce pas? Qu'on appelle CER, donc CEDEAO, vous avez la SADC, vous avez la CEMAC, par exemple. Il faut voir ce qui n'a pas fonctionné. Pour tirer les leçons, dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi de Libreville à N'Djamena, par exemple, on a du mal justement à échanger, alors qu'on a des choses à échanger. On ne produit pas les mêmes choses. Donc normalement, on devrait avoir un commerce interafricain beaucoup plus dynamique. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il y a ces barrières qui ne sont pas seulement des barrières tarifaires, mais d'autres, justement, qui sont là et qui ne sont pas, en tout cas, analysées et solutionnées. Tant que ce n'est pas fait, on aura ce même problème et ça ne bougera pas au niveau continental. Donc il faut régler les problèmes déjà au niveau des régions. J'ai pris l'exemple tout à l'heure en parlant de la CEDEAO. La CEDEAO, par exemple, peut servir d'exemple, parce que la CEDEAO, c'est la zone la plus intégrée des régions africaines. Mais est-ce que les autres s'en inspirent? J'en pense pas. L'Afrique de l'Est, ils le voient un petit peu mieux. Si vous prenez l'Ouma, l'Afrique du Nord,
Et la CEMAC, c'est les deux cancres de l'équipe, et personne ne fait l'effort justement de s'améliorer. Et on peut rester là. Et si vous ajoutez les 4 dessus, qu'est-ce que ça va donner? Je ne crois pas que ça puisse vraiment donner quelque chose de bon. C'est une analyse introspective par rapport aux erreurs qu'on a commises dans le passé, qu'on arrivera justement à sortir par le haut et permettre à ce qu'on puisse. Je pense souvent. Nous devons rester ici quand même. Juste une note, juste une note quand même, on peut dire optimiste par rapport à ça. ZLECAf, justement, ça doit se baser sur ce que les communautés économiques régionales ont fait et bien. Il y en a, on prenait comme ça, SADC, même le East African Community, il y a des avancées, même pour la ZLECAf, ils vont se baser pour le corridor. Cet exemple-là ici, comment on peut mutualiser ça sur d'autres aspects. Par rapport au paiement, je répondrai à notre grande sœur, la figure emblématique de l'Afrique ici à Genève, que, je l'ai dit, et peut-être je vais encore le dire à haute intelligible voix, que le paiement, pour moi, c'est une sorte de sémantique qui a évolué dans les temps, parce que les paiements, ce sont les anciens pays dépendants. Ce sont des pays indépendants, mais qui sont restés moins avancés. Donc c'est une sorte de continuité. Je l'ai dit, il faut une volonté politique des gouvernements de ces pays-là, de dire que dans nos déclarations de politique nationale, nous voulons sortir de la catégorie des paiements. C'est une projection. On l'a fait pour des pays quand ils étaient dépendants, et ça marchait. Et les programmes existent. C'est là où parfois les gens vont en conférence. Moi, j'ai fait un travail là-dessus, premier, deuxième, troisième. Il y a eu la conférence d'Istanbul, il y a avant la 5e, c'est tous les 10 ans. Les paiements, cette catégorie-là a été créée en 1971. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique des États qui, voilà, nous voulons notre programme sortir de cette catégorie. Et il y a des instruments pour accompagner ça, notamment la Q7, ce qu'ils appellent la graduation. Mais ça demande un effort national particulier, mais d'abord la volonté politique. Je me rappelle du Sénégal, pour que le Sénégal puisse devenir paiement, c'était une volonté politique du président à l'époque, le président Abdoulaye Wade, qui a dit accepter que le Sénégal puisse entrer dans cette catégorie pour bénéficier de certains avantages. Voilà. Donc, c'est une volonté politique qu'il faudrait encourager, notamment la société civile. Les structures des Nations Unies vont accompagner, ils ont des programmes là-dessus, mais ça doit venir des pays, clairement. Voilà, je laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que en dépit de tout, rien n'est parfait, mais il faut commencer quelque part. Donc la ZLECAf, c'est quand même un bon début. En dépit de tout, encore une fois, je pense que les négociateurs en chef africains qui actuellement sont à Accra en train de travailler sur ces accords et sur cet accord et les différents protocoles, ils sont quand même bien outillés d'une manière générale parce qu'ils ont quand même eu l'expérience des négociations ACP, Union européenne, ils ont eu l'expérience des négociations dans le cadre de l'OMC, et donc aujourd'hui on a quand même une nouvelle génération de négociateurs africains qui essayent tant bien que mal de pouvoir vraiment négocier pour l'intérêt de l'Afrique. Ensuite, ça c'est le premier élément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un chantier où on a l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne allant ensemble dans la même direction. Ça c'est aussi un élément très important. Très important aussi parce que c'est quand même un facteur d'unité africaine. Et ça, je pense que ça n'a pas été suffisamment souligné. Troisième élément, c'est qu'en dépit de tout, on ne peut pas dire qu'on va attendre qu'on ait de l'électricité, qu'on ait des ponts, qu'on ait toutes les conditions réunies pour pouvoir commercer. L'Union européenne ne s'est pas faite en une journée, ça a pris du temps, et c'est bien qu'il y ait justement des interpellations de la société civile. C'est bien que le secteur privé dise qu'il n'est pas suffisamment associé au processus, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que dans la plupart des délégations nationales, on associe le secteur privé, la société civile qui vient appuyer donc ces négociateurs en chef qui viennent très souvent du secteur public. Donc la ZLECAf, on essaie de la coller tant bien que mal à la réalité du continent,
bien évidemment, c'est un chantier, et ma tante l'a dit tout à l'heure, c'est un bébé, il faut lui laisser le temps, et je pense qu'il y a une bonne dynamique pour ça. Donc ça, c'est pour clôturer la question par rapport à l'État, est-ce que ça correspond à la réalité? Ensuite, comme toujours, hein, c'est un plaisir de vous revoir, Tantier, je suis extrêmement contente de vous voir et de voir que vous êtes toujours engagé pour l'Afrique. Cette prochaine conférence ministérielle des PMA qui va se tenir à Doha, avec l'adoption justement du plan d'action de Doha pour les 10 prochaines années qui vont caler avec l'agenda d'Africa 21, puisque ça va jusqu'en 2030, c'est exactement ça. Et vous avez mis le doigt, et ça c'est aussi important pour la ZLECA. Quel est le rôle de la diaspora, des diasporas, des PMA? Vous avez donné l'exemple du Cap-Vert. Mais effectivement, comment donner une impulsion et une place à la diaspora, notamment à la diaspora africaine, pour pouvoir justement être un levier d'innovation et aussi, comment dire, de développement de start-up pourvoyeuses d'emplois sur le continent? Ça, c'est une vraie question. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part aussi pour nos jeunes qui sont en Afrique, de pouvoir leur donner les outils, l'accès au financement, vous l'avez dit, pour pouvoir réaliser leurs projets. L'accès au financement va être pris en compte dans, comment dire, dans le plan d'action de Doha, parce qu'on se rend compte justement qu'avec la crise de la Covid-19, on est obligé d'avoir accès au financement. L'accès au financement, les taux d'intérêt qui sont pratiqués par les institutions bancaires en Afrique sont en général des taux d'intérêt qui découragent, qui sont extrêmement élevés et qui découragent les jeunes dans leur démarche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui préfèrent rester aussi au niveau du secteur informel, faire des petites transactions, etc. Donc aujourd'hui, il y a des institutions africaines, notamment j'aimerais citer quand même, parce qu'ils font un travail remarquable, et je pense que Richard l'a mentionné, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, qui est en train de faire un gros effort avec d'autres banques, hein, dont Ecobank, pour pouvoir justement développer, et nous le Centre du commerce international, on travaille sur cette question de l'accès au financement, pour pouvoir développer de nouveaux produits et services répondant aux besoins spécifiques de ces jeunes. Les jeunes n'ont plus à attendre à devenir des fonctionnaires comme nos parents le faisaient. Aujourd'hui, qu'ils aient un projet, qu'ils trouvent une banque avec un bon taux d'intérêt, qu'ils puissent accompagner leur démarche, enregistrer leur démarche pour être dans le secteur formel, de manière à ce qu'on puisse avoir des statistiques documentées qui vont refléter la réalité du commerce intra-africain. Donc voilà, donc, restons sur une note positive et on a besoin de toutes les forces vives, de tous les acteurs pour pouvoir justement réussir ce chantier qui n'est pas simplement bénéfique pour l'Afrique mais pour le reste du monde également.